En ce début d'automne 2021, le monde pourrait sembler lourd. Les talibans reviennent à Kaboul, le rapport du GIEC fait naître des injonctions à la contrition et parallèlement des désinhibitions consuméristes sur le thème le bateau coule, tout le monde s'en fout, dansons jusqu'à l'aube. Là-bas, ici, tout semble désespérant et d'une noirceur sans faille. Heureusement, pendant ce temps, partout dans le monde, des humains pensent et respirent pour faire émerger une intelligibilité et donner du sens à l'action dans cette complexité. Ce podcast a pour ambition de faire vivre une rationalité sensible, et que cet oxymore vous ouvre à tous des chemins d'action pour un monde à accoucher devant nous. Bienvenue dans les temps de l'éveil. Pour ce premier numéro, nous recevrons Vincent Poimiraud, co-scénariste de la série En Thérapie, avec son acolyte David Elkaïm, série qui comptabilise à ce jour plus de 70 millions de vues sur la plateforme d'Arte, ce qui est une performance pour ce diffuseur. Je vous souhaite un excellent voyage et je vous souhaite de prendre autant de plaisir que ce que j'en ai eu à dialoguer avec Vincent. Voilà, c'est parti. Donc on est le jeudi 24 août. Je suis en présence de Vincent Poimiraud, qui est co-scénariste de la première saison de En Thérapie, qui est l'adaptation de Betty Pool, la série à succès israélienne qui a été vernacularisée dans dans 17 pays, si je me souviens bien, et entre autres en France, et qui a rencontré un succès exceptionnel, avec plus de 70 millions de vues, sur une chaîne qui est généralement confidentielle, qui est Arte. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tout de suite Olivier Voteling, qui nous a mis en relation, qui est le directeur de l'unité fiction d'Arte. Alors, ce que je te propose, Vincent, c'est d'abord peut-être que tu nous racontes quel est ton parcours depuis les études. Tu as fait quoi comme études avant de devenir écrivain, finalement, écrivain dans l'audiovisuel? Moi, j'ai fait des études, j'ai envie de dire comme tout le monde, j'ai fait des études de lettres. Et comme tout le monde, j'ai fait Hippocagne-Cagne. Alors évidemment, c'est une façon paradoxale de le dire parce que tout le monde fait pas ça, mais en même temps, c'est quand même un profil, un certain profil, c'est-à-dire donc, littéraire, et qui aurait dû m'amener logiquement à poursuivre, à faire être soit enseignant, soit chercheur en littérature. Et j'ai commencé cette voie. Puisque j'ai ensuite, après avoir passé le concours normal sup où j'ai échoué à une place que je ne vais même pas donner, je suis entré en licence à la Sorbonne, je commence une maîtrise, et puis j'ai tout arrêté. Je suis fils d'enseignant par ailleurs, donc il y a aussi un truc comme ça du destin. Bon, voilà, mon père est plus prof de collège, il fait de l'histoire géo. Bref, donc et j'ai des oncles aussi, profs de maths, et j'ai deux frères qui sont enseignants. Voilà, et on est deux, le premier et le dernier, à pas avoir suivi le modèle un peu familial comme ça. Et tu es le premier ou le dernier? Je suis le premier, je suis l'aîné. Tu as quel âge? J'ai 51, je vais avoir 52 ans le mois prochain. Donc j'ai arrêté parce qu'en parallèle j'avais commencé à faire du théâtre en fait, et donc arrivé à Paris, on était à Bordeaux en fait, et on est monté toute une bande comme ça, et ça a été aussi très formateur puisque on était toute une bande qui nous étions rencontrés en faisant du théâtre au lycée, du théâtre et aussi en animant le ciné-club. Hein. Dans lequel il y avait celui qui est devenu ensuite mon co-scénariste et maintenant mon associé David Elkaïm, mais on est monté à toute une petite bande et certains sont lancés dans la prod, d'autres dans le design et les arts déco, d'autres l'écriture, et on continuait tous à faire du théâtre tout en suivant comme ça donc on a essayé un peu de prendre Paris avec des fortunes diverses, on va dire. On a quand même pris des claques assez énormes au début. Mais voilà, du coup, on formé une espèce de petit collectif, en fait, aussi, auquel se sont agrégés aussi des Parisiens, enfin, d'autres provinciaux venant d'ailleurs qu'on avait rencontrés. Et donc, on s'est mis à faire du théâtre, du cinéma à Paris.
des courts-métrages, voilà. David, donc, mon futur co-scénariste et associé, et lui a intégré la Fémis en scénario. Et du coup, moi, j'ai plutôt bifurqué vers le théâtre. J'ai un peu joué, mais j'étais pas très bon. Enfin, en tout cas, j'étais trop traqueur pour prendre du plaisir à le faire. Et puis, j'ai commencé à produire aussi. Et donc, on a monté un théâtre qui s'appelle le Théâtre du Samovar, qui existe toujours à Bagnolet. On faisait du clown, des burlesques, de la danse, du masque. Enfin, ce qu'on appelle du théâtre non spécifiquement verbal donc, et là j'ai énormément appris aussi sur la question de la dramaturgie en action, et en travaillant avec ces comédiens qui ne parlent pas mais qui agissent en scène, j'ai aussi appris un métier de dramaturge. J'ai commencé aussi à faire de la dramaturgie au plateau avec les comédiens. Voilà, tout ça a fait que petit à petit, David lui est sorti de la Fémis, a commencé à avoir des plans écriture, et comme on était resté très fortement en contact, il m'a demandé de l'accompagner parce que il aimait travailler à deux, et on s'entendait vraiment très bien. Et voilà, c'est parti comme ça. Et au bout de quelques temps, j'ai arrêté de produire des spectacles de théâtre pour me consacrer uniquement à l'écriture. Voilà, ça s'est fait un peu dans ce. Donc des copains d'ados qui se retrouvent autour d'une passion commune et qui tirent chacun qui suivent leur chemin, mais qui ont des chemins très proches, et qui à un moment donné se disent ça serait bien qu'on continue ensemble. Voilà, c'est ça. Et on a. Et vous aviez quel âge à l'époque? Alors, il est sorti quoi? Il avait une petite trentaine d'années? Ouais, il avait 28 ans, ouais. Quand on s'est rencontrés, on avait 17 ans. Donc à ce fameux club théâtre du lycée Montaigne à Bordeaux, et aussi les clubs où on projetait les films et tout ça. Et voilà, on a fait une espèce de chemin parallèle, on va dire, en restant assez proches, en écrivant aussi des courts-métrages pour les copains qui se bricolaient à l'époque, un peu en Super 8, voilà, et des débuts de la vidéo. Et puis voilà, au bout d'un moment, on a commencé à travailler ensemble et séparément pour le cinéma. Et finalement, après avoir quand même pas mal bossé, mais au début on écrivait ensemble et on n'arrivait pas à trouver, on avait vraiment envie de faire des comédies, on a eu assez tôt envie de faire de la série, etc. On n'arrivait pas vraiment à trouver de créneaux, donc on a aussi un peu fait cavaler chacun de notre côté. On a commencé à écrire pour des réals et tout ça, et puis c'est au moment notamment de Ainsi soit-il, quand moi j'ai commencé à développer Ainsi soit-il pour Arte, que j'ai fait appel à David, quand on a commencé à avoir un développement qui était signé, et il est venu, et ensuite on a plus arrêté de travailler ensemble, en fait. Super, donc là ça fait quoi? Ça fait plus de 20 ans que vous bossez ensemble? Ça fait 30 ans qu'on écrit ensemble, mais ça fait vraiment 20 ans qu'on écrit de manière assidue, professionnellement, effectivement, ensemble. Comment vous partagez justement les rôles? Est-ce qu'il y a quelque chose où vous avez des prédilections sur les dialogues, sur les personnages, ou est-ce que ça se fait de manière beaucoup plus intuitive? C'est beaucoup plus intuitif. Ce qui est étonnant, c'est parce qu'en fait, on s'est un peu formé tout seul, dans la mesure où à l'époque, quand on avait 25 ans, on avait ce goût pour raconter des histoires, on avait ce goût aussi pour la dramaturgie, venant pour moi du théâtre, et venant pour David en particulier aussi de son goût pour déjà les séries Seinfeld, etc., etc. Donc on avait un vrai goût pour le récit, et on se rendait bien compte qu'en France, dans le monde du cinéma et du visuel, la qualité technique et d'ailleurs même artistique du récit n'est pas ce qui est le plus mis en avant. Voilà, il y a eu cette idée plus ou moins consécutive à la nouvelle vague, mais pas uniquement, et c'est un peu simpliste de le raconter comme ça, mais bon, qui consiste à penser que la modernité consiste uniquement à mettre en crise le récit. Alors que, et moi ça m'a beaucoup aidé le jour où j'ai compris qu'on pouvait être moderne sans faire valser le récit par-dessus bord, qu'il y avait une façon moderne d'aborder la question du récit, et que d'ailleurs la série permettait de réconcilier, on va dire, notre goût pour l'adresse la plus large possible avec la complexité et l'exigence du contenu. Donc ça, c'est quelque chose, on a dû nous-mêmes réapprendre tout seul, un peu dans notre coin,
à raconter des histoires, et donc à récupérer une tradition. Bon, qui la dramaturgie classique, c'est aussi Phèdre, donc c'est aussi le grand théâtre français classique, donc c'est Racine, Corneille, Molière, etc. Donc c'est pas quelque chose qu'on a été chercher juste de l'autre côté de l'Atlantique, c'est quelque chose qui a une grande tradition, y compris d'ailleurs dans l'histoire artistique française, on va dire. Mais peut-être qu'il y a eu une coupure à un moment donné. Donc voilà, on a dû apprendre un peu tout seul à le faire, donc on l'a fait ensemble avec David, et notamment énormément en regardant des films, en parlant, en prenant des notes. Bon, mes gamins se souviennent encore avec plus ou moins de reproches de comment je mettais sur pause quand on regardait des films de Walt Disney, parce que je notais voilà, pendant une quinzaine d'années, je pense que j'ai pas regardé un seul film sans prendre des notes sur comment il était construit, y compris et surtout les films Pixar qui sont extrêmement bien construits, et donc y compris les films pour enfants. Voilà, donc du coup avec David on a fini par acquérir ensemble un vocabulaire commun qui est pas que le nôtre, hein, parce qu'il est quand même assez partagé par on va dire c'est la dramaturgie classique à l'anglo-saxonne, on va dire, mais finalement qui était à l'époque ces concepts-là étaient peu utilisés en France. Mais voilà, ça a un peu encouragé une espèce de truc à deux qui fait qu'on a un vocabulaire commun, on a une longue histoire justement de discussion et de partage de goût, et donc finalement on s'est un peu aussi auto-éduqué, donc on se comprend très bien. Il y a un côté un peu comme ça, donc on n'est pas du tout pareil à plein d'endroits, mais on a créé un vocabulaire commun qui permet que quand on a des choses à s'amener qui sont singulières et voilà, des choses que je comprends pas, etc., la façon qu'a David de les dire, je le comprends, et réciproquement. Il y a une culture commune que vous avez créée, voilà. créée ensemble. Donc ce qui fait qu'en fait, on est assez interchangeables et on parle beaucoup, on prend des notes chacun de notre côté, et puis quand il s'agit de faire le travail, bah celui qui a le temps ou celui qui a envie de commencer commence, etc. Et après on échange et on est relativement à la fin. C'est très difficile de se souvenir même qui a eu quelle idée, qui a écrit quelle réplique, c'est très. On échange beaucoup et c'est ce qui permet à la fois d'avoir une fluidité, mais en même temps quand même que le travail bénéficie de nous deux, on va dire. Mais voilà, donc on a une forme d'habitude de travail. Après, on a dû, et c'est aussi une façon qui a permis qu'on s'enferme pas juste dans un truc un peu autiste, le fait d'enseigner, puisqu'on enseigne à la FEMIS. Tous les deux. Alors au début, on a fait beaucoup de scolaires, d'ateliers d'écriture, chacun de notre côté. Et c'est pareil, à un moment donné, on a beaucoup réfléchi à la question de pédagogie. Et quand on a pris notamment après moi j'ai fait Series Lab, j'ai enseigné aussi à la fac de Poitiers le scénario. Voilà, quand on a pris la FEMIS, le poste à la FEMIS, on a beaucoup réfléchi à comment mettre nos outils en commun, ce qui permet aussi, voilà. Et évidemment, on a aussi développé une forme de technique de travail en atelier, pareil qu'on a un peu inventé à notre main, puisqu'en France c'était un peu balbutiant dans les années 2010 quand on a commencé à vouloir recruter des co-scénaristes pour la saison 2 ainsi soit-il. Et c'est pareil, ça nous a obligés aussi à extérioriser, à conceptualiser, à prendre de la distance aussi avec nos outils, ce qui fait que aujourd'hui on est aussi voilà, c'est pas juste une sorte de dialogue un peu autiste avec ce sont des outils qu'on a un peu conscientisés et qu'on ne cesse de tenter de raffiner et d'affûter, voire même de bouger d'ailleurs, parce qu'il y a parfois des moments où on se rend compte que les outils ils sont pas si bons que ça, ils fonctionnent plus aussi bien, il faut les renouveler. Enfin, voilà, on a aussi un dialogue sur la technique, on va dire, assez récurrent avec David. C'est ce qui a permis entre autres l'émergence dans la fiction française des premiers showrunners avec justement des teams de scénaristes tels que ça existait depuis longtemps aux États-Unis, mais pas du tout ici. Je pense entre autres au Bureau des légendes. Oui, alors voilà, après le problème c'est que si c'est une culture professionnelle française, c'est-à-dire que alors a fortiori peut-être aussi dans un milieu, on oublie toujours que la France c'est un petit pays et que le monde audiovisuel est un petit milieu, là où aux États-Unis c'est continental, et donc en plus de la culture du récit en action, qui effectivement, je sais pas pourquoi, l'anthropologie pourrait peut-être nous le dire, pourquoi les anglo-saxons, plus spontanément et de manière plus partagée dans toute la société,
ont un talent pour le récit et savent spontanément raconter des récits en action. Je parle même dans la vie de tous les jours, hein, je parle même à la machine à café. Je pense que, bizarrement, je pense que dans les machines à café, devant les machines à café américaines, les histoires sont mieux racontées que devant les machines à café françaises, on va dire. Je vais déménager. Non, mais c'est aussi une forme de... Alors, il faut dire aussi que la société américaine est une société saturée de codes et où très tôt on est éduqué à se vendre soi-même. La sociabilité étant une vertu majeure, voire même la difficulté à sociabiliser étant considérée comme un handicap quasi maladif, on va dire. Là où en France, on est plus des dandys, on valorise plus la singularité, et où donc la question d'être différent des autres est plus une vertu qu'une tare, on va dire. Donc, mais bizarrement, ça encourage moins à développer des outils de communication collective, on va dire. Je pense que ça, c'est pour peut-être des raisons anthropologiques, là, je le fais à la louche, mais qui expliquent pourquoi, en tout cas, on a à la fois une moins grande tradition sociale de raconter, de savoir raconter, mais aussi une moins grande tradition sociale de collaboration. C'est-à-dire que je pense que même d'ailleurs les artistes anglo-saxons passent leur temps à essayer de démontrer à tout le monde qu'ils sont de bons professionnels en insistant sur la technique, alors qu'en France, dès qu'on intègre un milieu artistique, on se comporte comme un artiste, c'est-à-dire de manière totalement asociale et très individualiste. Voilà, ultra individualiste, et surtout en insistant sur l'absolue singularité de sa façon de se comporter. C'est l'inverse, on va dire. C'est vrai qu'il y a peu de gourous de façon John Truby qui vont aller parcourir le monde pour expliquer comment on écrit l'art du scénario. Donc en fait, quelque part, c'est aussi une difficulté française d'accepter cette idée que partager des outils collectivement, c'est une façon d'aller plus vite et plus loin, on va dire, puisqu'on se repose finalement sur une expérience collective qui filtre aussi des techniques, des façons de faire, mais aussi qui permet un vocabulaire commun plus grand, qui aide aussi vachement à l'évaluation. Et le problème aussi dans le milieu audiovisuel français, c'est que comme c'est soi-disant de l'art, il y a pas d'évaluation, donc c'est un peu genre chacun fait comme il veut. Et au finish, ça ressemble plus à la loi du plus fort, moi je trouve, parce qu'au finish, ce sont plus les outils de pouvoir du milieu qui font qu'on impose sa vision que une excellence technique qui finirait par être reconnue par tous, parce qu'on partagerait tous les mêmes outils, qu'on pourrait tous évaluer comment ou pas on utilise avec plus ou moins de bonheur et d'efficacité des outils que tout le monde peut comprendre. Super, c'est passionnant. Si je faisais, moi, je te dis juste là où ça m'emmène, c'est que ça me ferait presque faire une comparaison entre le fait que, par exemple, il y a une culture de l'excellence en France qui est mise en scène, sur laquelle il y a une narration où il y a beaucoup d'investissement dans le monde audiovisuel en ce moment, c'est celui finalement de la cuisine et de la pâtisserie, où il y a des outils, où il y a une excellence, et que ça, en plus, c'est mis en scène. Quand on regarde les dernières saisons de Top Chef, c'est bluffant d'excellence pour des enfants, pour des très jeunes adultes qui sont, alors même à 25 ans, ça fait déjà 10 ans sur l'apprentissage, etc. C'est d'un niveau exceptionnel. Et que donc il y a une culture française de l'excellence et de l'artisanat d'excellence et d'un artisanat en intelligence collective. Oui. Et ce que j'entends, c'est que alors qu'il y a des narrateurs en France qui sont hors du commun, est-ce que c'est une vérité qui est une vérité, j'allais dire anthropologique, ou est-ce que c'est une vérité historique, contextuelle? Je te pose la question parce que Alexandre Dumas, le 19e, a connu quand même des feuilletonistes hors du commun. Bien sûr. Et où il y avait des écuries, puisqu'ils étaient pas seuls à écrire. Bien sûr, évidemment. Donc finalement, est-ce qu'on parle de quelque chose de structurel ou de contextuel? En tous les cas, ce que j'entends, c'est que dans ta perception, 68, j'ai pas de débat politique derrière, hein. 68 et la nouvelle vague est arrivée, a fait péter les codes en disant que ça suffisait, et qu'en même temps, ça a fait perdre finalement un savoir-faire qui était un savoir-faire d'artisan industriel. Alors, je pense qu'il y a un problème en France avec l'idée d'artisanat, effectivement. Artiste et artisan, c'est pas du tout la même chose. Et je pense que c'est bizarre parce qu'il y a des choses qui se croisent là-dedans. C'est que je pense c'est comme s'il y avait deux paradigmes. C'est-à-dire que le paradigme de l'art moderne, comme expression de la singularité absolue, a été en même temps récupéré par les élites comme le signe de l'art des classes dominantes. Donc on a à la fois un art de cour, qui ressemble quand même vachement à Versailles, ancien régime,
mais avec des critères esthétiques qui viennent de la modernité au sens de l'expression de l'individuel absolu. Je pense aussi d'ailleurs que les dominants aiment bien, qui se vivent un peu comme des aristocrates très différents des autres, aiment bien des artistes qui leur ressemblent. Enfin, ça c'est pareil, c'est mon interprétation de comment ces deux paradigmes on peut se conjuguer pour donner à la fois un art avec des préjugés esthétiques extrêmement modernes qui vont du côté de l'individualité absolue, et qui en même temps structurellement ressemble quand même énormément à un art de cour, c'est-à-dire à l'art de Versailles, où il y a une élite éclairée qui du coup confisque quand même l'argent public pour fabriquer une sorte d'art d'élite qui le ressemble. Voilà. Bon, ça pareil, ou bien aussi cette idée que finalement l'artiste critique s'exprimant dans un vocabulaire extrêmement élitiste, finalement ça dérange pas trop les classes dominantes non plus, que les artistes soient hyper critiques tant que ce qu'ils racontent est peu compréhensible du plus grand nombre, on va dire. Bon, ça pour expliquer aussi pourquoi quand on essaie nous de conjuguer une forme de grand soin au processus esthétique, mais aussi au contenu et à l'artisanat du récit, finalement, les résistances qu'on a, elles sont aussi du côté de on va pas se mettre à raconter des choses sérieuses et à bien les raconter au plus grand nombre, parce que, alors, ils n'en veulent pas, sous-entendu, nous ne voulons pas qu'ils y aient accès. Il y a aussi un vrai problème, je pense, c'est que tout ça aussi a un peu sédimenté dans un système qui arrange un peu tout le monde, qui est que les discours un peu complexes sont réservés à des formes très élitistes et à un tout petit nombre un peu éclairé. Et à des canaux de distribution spécifiques. Arte, absolument. Et c'est une des ruptures probablement de cette année, c'est que des choses qui étaient très intelligentes et très abordables sur Arte n'étaient pas plus vues, puisque finalement le canal était un canal qui séparait déjà. Oui, après je pense que la grande révolution, on va dire, enfin en tout cas le changement, c'est la plateforme en fait. C'est-à-dire c'est l'idée, et c'est quelque chose que je trouve très intéressant, et l'avenir nous dira si ça marche. L'idée que c'est vrai qu'on peut conjuguer, c'est ça qui est complexe, cette idée qu'en fait en France, encore une fois, on est un petit pays. Je reviens à ce que je disais, donc il y a cette espèce d'industrie américaine qui permet aussi, qui est une force de frappe industrielle, et qui permet aussi que même une œuvre un peu de niche, une niche, c'est beaucoup plus de monde aux États-Unis et puis il y a la langue anglaise qui est en exposition internationale. Donc il y a des moyens qui font aussi que la culture française finalement et la culture de travail française, elle a peu de moyens de s'éprouver. Et de trouver sa voie propre entre évidemment l'imitation un peu servile des modèles anglo-saxons un peu formatés, etc. Et pareil, cette espèce de culture ultra élitiste où finalement on s'intéresserait qu'aux produits de super luxe et réservé à une élite un peu elle-même mondialisée. Mais bon, cet entre-deux, il est complexe. Je pense que la solution, en partie, vient aujourd'hui de ce qu'on appelle le glocal, c'est-à-dire cette idée que finalement, grâce à en fait, en creusant la singularité, on peut creuser la singularité d'une manière qui intéresse tout le monde, on va dire. C'est-à-dire que, et du coup, Arte, plutôt que de vouloir créer des plateformes concurrentes aux plateformes mondialisées qui proposent des contenus extrêmement efficaces, on va dire, mais qui ont les moyens justement aussi de les industrialiser en fait finalement l'alternative c'est peut-être de pouvoir fabriquer une proposition alternative justement qui soit pas concurrente mais alternative et finalement de l'adresser à un nombre finalement assez grand de gens qui demandent aussi autre chose que la programmation on va dire mondialisée classique et du coup en peut-être s'européanisant. Moi, je pense que Arte pourrait avoir les moyens d'être un peu la tête de pont, une espèce de conglomérat européen de chaînes, de diffuseurs un peu alternatifs, qui auraient les moyens de proposer des contenus un peu différents,
non pas concurrents, mais justement alternatifs, et donc permettre qu'on aille les voir pour autre chose que effectivement on va sur Netflix pour voir un certain type de contenu, mais sur Arte on peut en voir d'autres. Il n'empêche qu'ils peuvent être adressés à un nombre suffisamment grand, on va dire que bon, c'est peut-être du coup le fait qu'ils aient lancé leur plateforme, pour lequel ils ont mis un peu comme ça en octobre dernier un peu de moyens pour et que du coup finalement en thérapie est arrivé juste après, et donc le canal existait et il fallait le bon contenu pour et donc c'est cette rencontre là qui a fait que du coup les spectateurs, parce que évidemment la plateforme élargit les spectateurs, au sens où le canal hertzien maintenant il est réservé à une certaine tranche d'âge et voilà. Et du coup ça a permis que finalement plein de gens puissent aller sur Arte et le consomment à leur rythme. Exactement. Et ça c'est la puissance de la plateforme. C'est ça. Voilà. Et je pense que l'individualisation même de la consommation. C'est ça. Et je pense que du coup, si sur Arte purement hertzien, en thérapie n'aurait pas eu la même résonance, et Arte n'est plus seulement maintenant de l'hertzien, c'est aussi une plateforme, et c'est grâce à ça qu'on a pu élargir justement l'audience, et que j'espère qu'ils vont continuer à avoir des projets comme ça à la fois ambitieux et ouverts au plus grand nombre. La preuve est en fait que c'est possible, on va dire. Tout à fait, c'est brillamment prouvé. 70 millions, même Netflix sur un pays n'a pas fait des cartons pareils. Non. Alors, comment vous, donc toi et David, vous avez rencontré en fait ce projet qui était la vernacularisation, l'adaptation de Betty Pool en France, sachant il y a plein de papiers qui ont été écrits là-dessus, que la France a une longue tradition autour de la psychanalyse, de la pratique psychanalytique, autant pour les praticiens que pour les gens qui vont se faire thérapiser, si on devait utiliser ce néologisme. Comment vous avez rencontré l'équipe? Comment vous avez rencontré le créateur de Betty Pool? Comment vous avez rencontré Nakache Toledano? Ça s'est passé comment? Alors, en fait, ça s'est passé en plusieurs temps, et c'est une convergence de choses assez... David et moi, on a découvert la série par sa adaptation américaine, In Treatment, qui a été faite très vite après l'original. Donc l'original date de 2005, c'est ça? Alors je sais plus exactement, mais c'est ça, oui. C'est 15 ans que ça a été lancé. Voilà, et In Treatment a dû être fait 2 ou 3 ans après. 2007 ou 2008. Ouais, un truc comme ça. Enfin, il faudrait vérifier les dates exactes. Donc voilà, nous c'était cette époque aussi où il y avait, c'est vraiment la première efflorescence des séries israéliennes qui se mettent à conquérir le monde entier, puisque il y a aussi Atoufim, Fawda, c'est plus tard. Voilà. Mais c'est vraiment le début. Alors il se trouve que pour plein de raisons aussi, moi j'étais attentif à ce qui venait d'Israël, et j'ai voyagé en Israël à peu près dans les mêmes années, autour de 2007, pas mal pour le boulot. Et donc j'ai connu Tel Aviv, et voilà, croisé un petit peu cette grande créativité de la société, créativité sous tension, pour le coup. C'est ça aussi, peut-être une des raisons de la grande créativité israélienne. C'est aussi cette idée que il y a les contradictions multiples de la société israélienne forment peut-être des esprits qui tentent de trouver leur liberté dans des contextes extrêmement contraints, et voilà, c'est peut-être d'où leur capacité à produire des concepts puissants, alliant des choses parfois très contradictoires pour produire quelque chose qui parle très très fort aux affects, en fait. En tout cas, on a su tout de suite que c'était d'un concept israélien. Il se trouvait que Assi Dayan, qui joue le rôle du psy pareil, est une figure
de la contre-culture et de la société israélienne. Donc tout ça, c'est des choses qu'on connaissait donc on avait à l'époque, c'est difficile de voir les épisodes de Betty Pool. On en avait vu 2 ou 3 avec David par curiosité comme ça, pour s'apercevoir à la fois de l'apport des Américains au concept et en même temps de la grande fidélité. C'est-à-dire, on s'est rendu compte finalement. Et Haggai était consultant aussi sur l'adaptation américaine. Il a commencé, puis ensuite il a fait, ça a été le premier créateur extra-américain quand même à être showrunner de sa série à Hollywood, donc puisqu'il a fait cette série dont j'ai oublié le nom, The Affair. Voilà. Du coup, on était attentif à ça. Alors Haggai, je le connaissais pas personnellement, mais c'était un ami d'amis, vivant à Tel Aviv. On a été approché assez vite, je crois autour de 2000, quand on faisait ainsi soit-il 2011-2012, par une productrice franco-israélienne qui avait les droits à l'époque sur la série et qui nous avait demandé si ça nous intéressait de faire l'adaptation. On avait trouvé ça vachement intéressant et en même temps on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit pertinent de le transposer en France, on va dire. Il n'y avait pas encore l'aspérité tragique qu'il y a eu après les attentats. En tout cas, on avait commencé à réfléchir à ça. On aurait peut-être trouver autre chose si on avait, mais voilà, nous on avait, et il se trouve qu'il n'y a pas eu de suite et je pense que le projet a dû, je pense qu'il a longtemps été dans les tuyaux à plein d'endroits et je pense que le vrai problème était la diffusion, c'est-à-dire qu'en France dans les années 2010 l'idée de faire 45 épisodes de 26 minutes de quelque chose d'aussi sérieux que non pas une sitcom mais il n'y avait pas de canaux de diffusion pour ça, aucun diffuseur. Outre quand même qu'il y a une forme de frilosité quand même, les diffuseurs français ont très très peur. Alors si on leur dit non, c'est juste dans un cabinet de psy, c'est 2 personnes qui parlent et c'est 45 fois 30 minutes. Il y avait toutes les raisons pour qu'ils disent non en fait. Donc je pense que le projet, alors que la série s'exportait, se remakait un peu partout. Et qu'en plus, en termes de fabrication, ça coûte très peu cher. Oui. Mais en même temps, il faut mettre un peu d'argent et je pense réellement qu'il y a une grande frilosité. Le système français, pour plein de raisons aussi, un peu assis sur un tas d'or qui fait vivre pas mal de monde, etc. Et donc ça encourage aussi les conservatismes et beaucoup de gens ne voient pas pourquoi changer un système, même si graduellement il s'érode. D'année en année, s'il y a de moins en moins de spectateurs devant la télévision de papa. Ce qui est intéressant, c'est que ce que tu partages avec nous depuis tout à l'heure, ça correspond exactement à un concept que la sociologie de l'imaginaire a posé et a construit, qui s'appelle l'affordance, qui vient de to afford en anglais. C'est en gros de donner une forme à quelque chose qui existe en dessous du niveau de la mer, qui est là, qui est en rhizome, en dessous de ce qui va fleurir encore. Et finalement... Shakespeare. This world is not thy world. This world affords no law to make thee rich. Exactement. C'est ce que dit Roméo au brigand qui lui vend le poison avec lequel il va s'empoisonner. Bon, je ferme. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait... et donc on en revient à la question qui nous rejoint, qui nous permet de dialoguer aujourd'hui, c'est l'innovation. C'est pas simplement quelque chose qui explose dans la tête d'un artiste un peu fou, c'est aussi la capacité à cristalliser quelque chose qui est là dans la société et qui fait que, à un moment donné, ça va rencontrer en fait quelque chose qui est déjà là, en rhizome, socialement. Et donc ça pose 2 sujets, qui est comment faire comprendre ça finalement à ceux qui ont le pouvoir finalement de la bourse, les grands mécènes. Ça va être la même chose, j'imagine, à Florence ou à Venise. C'est-à-dire, en gros, à un moment donné, des gens ont le pouvoir, ont la capacité de faire faire ou de ne pas faire faire. Et comment vous êtes arrivés, vous et d'autres, à convaincre? Alors, d'après ce que j'ai compris, il y a eu aussi beaucoup d'articles là-dessus, sur le fait que ça a été un parcours du combattant avant d'arriver auprès d'Olivier Hoteling et que vous trouviez aussi l'élément tragique qui va donner une aspérité forte. Alors voilà, il y a une convergence de choses. Donc en fait, le projet, il avait déjà un peu circulé. Et je pense qu'il n'avait pas. C'est aussi une question de cohérence industrielle, parce que aussi l'ouverture relative des canaux de diffusion
a permis aussi qu'un projet comme ça, même en France, pays très frileux, devienne possible. C'était aussi sa possibilité. Et il se trouve que du coup, à ce moment-là, alors je sais pas comment aussi les filles des films du poisson, c'est-à-dire Laetitia Gonzalez et Yael Fogiel. Yael, donc, elle-même ayant étant israélienne, donc elle connaissait Haggai aussi, etc. Je pense ils se sont rencontrés avec Eric Olivier. Nous, Eric Olivier, on avait déjà travaillé avec eux sur un projet de série il y a 3 ou 4 ans qui s'est jamais fait. Et on avait du coup beaucoup échangé, et notamment, on avait parlé en thérapie, on avait parlé de Betty Pool, et effectivement de toutes ces séries israéliennes qu'on aimait beaucoup, parce que le projet sur lequel on avait commencé à travailler était déjà un remake d'un concept israélien. Bon, ça s'est jamais fait. Mais donc il y avait déjà un terreau de confiance. En gros, vous avez déjà commencé à malaxer du réel ensemble. J'ai aussi coécrit le film de Mathieu Vadepied que Eric et Olivier ont produit, qui s'appelle La vie en grand. Donc Mathieu Vadepied étant le directeur artistique sur tous les derniers longs métrages d'Eric et Olivier, et qui a aussi fait la direction artistique sur En thérapie, et qui maintenant s'apprête à réaliser son deuxième long métrage avec Omar Sy. Là, il a commencé hier ou avant-hier dans le rôle principal sur les tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. Donc voilà, on avait commencé à bosser ensemble, on s'était un peu flairé. Ils avaient donc coproduit ce long métrage que j'avais écrit avec Mathieu. On avait eu donc ces débuts de discussion sur ce premier projet de série qui s'était pas fait. Et donc voilà, quand Yael et Laetitia ont proposé à Eric Olivier de rencontrer Haggai, et que finalement cette idée peut-être de tenter une adaptation de Betty Pool, de retenter à nouveau de vendre le concept, ils nous ont appelé directement, Eric Olivier, et on a commencé à discuter, et c'est vraiment à ce moment-là, nous on est arrivé en disant, bon, encore une fois on adore la série, mais on voit pas la raison pour laquelle remaker un projet qui est un chef-d'œuvre, juste pour le refaire, ça sera forcément un peu moins bien si on n'a pas quelque chose de. Et donc on a dit, voilà, pour nous très clairement, la série de Haggai, elle sert à radiographer une société à un moment X, on va dire. Et Eric Olivier était totalement d'accord avec ça, et donc on a commencé à mettre sur la table des sujets du présent, et il y a un moment où en fait on a dit non, mais en fait il y a les attentats du 13 novembre qui sont et là, à ce moment-là, je me souviens très bien, autour de la table, on a dit non, mais en fait c'est pas un des sujets qui va être traité c'est le sujet. C'est-à-dire que en fait, et là il y a vraiment eu un clic comme ça dans une tête où on s'est dit non, en fait cette série peut être le moyen qu'on cherche depuis déjà un an, puisqu'on était en 2016 à ce moment-là, pour réellement avoir un point de vue qui est notre devoir. Très souvent, avec David, après les attentats, on s'est dit, voilà, on est en France. En France, on ne parle jamais de ce qui va pas en direct. On attend toujours 10 ans. Au moins, voire plus, voire on n'en parle jamais. Et il y avait eu, juste avant, cette affaire, plus ou moins aussi, de France 2, qui avait essayé de faire une espèce d'unitaire en utilisant les moyens et voilà, et on dit, et sinon ceux qui vont le faire, ils vont le faire de manière malhonnête. Et on cherchait, et on disait, voilà, notre devoir de raconteur d'histoire, vu comment on est tous tellement affectés et qu'on voit comment les gens autour de nous sont affectés, ça devrait être de pouvoir réagir maintenant. Et on avait cette discussion régulièrement depuis un an, et évidemment on savait pas comment l'aborder, et boum, à ce moment-là ça a cristallisé très très fortement, et voilà, Eric Olivier était là, et on leur a dit non, mais en fait c'est ça qu'il faut qu'on fasse, et tout de suite ils ont dit mais oui, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Alors c'est génial pour X raisons, entre autres, tu viens de le dire, c'est que ça fait voler en éclats la croyance que nous sommes un pays incapable de se raconter son histoire contemporaine.
et de la traiter, parce que c'est ce qui est dit c'est la doxa, c'est ce qui est dit dans les salons de ville, dans les journaux. La puissance de la narration américaine, c'est qu'elle est capable 2 ans après un énorme trauma d'en parler, de le malaxer, d'en faire quelque chose qui redonne du souffle et du sens à un peuple, en tous les cas à une communauté. Nous, les Français, on est spécialistes du soulevage de tapis et de tout balayer dessous. Ok. Donc ça, c'est une doxa. Et vous arrivez, et 5 ans après, ce qui est dans la rapidité de la prise de... On a eu l'idée 1 an après, ça nous a pris 4 ans pour la faire arriver, on va dire. En tous les cas... Dans la France telle qu'elle est. Dans le rythme à la française, si on devait le caricaturer, c'est exceptionnel, et ça fait voler en éclats cette haute doxa aussi, que ça n'est pas faisable. Puisque là, en l'occurrence... Ah non, mais moi je pense réellement que c'est une... Ça ne se fait pas parce que, en France, la télévision n'est pas l'endroit où, collectivement, on débat sur l'état du monde, quitte à prendre des points de vue très polarisés, qui sont... c'est l'endroit où on vend au plus grand nombre un consensus absolument invraisemblable, c'est-à-dire toutes ces fictions de télé qui nous racontent que dès qu'on aborde un sujet de société, c'est pour nous raconter que non, mais on est tous des gens formidables, tout va s'arranger, tout va bien, en fait, tout va bien. Donc, la télé c'est l'endroit du consensus en France. C'est le canal de l'anxiolytique. Et je pense que c'est réellement aussi lié au fait que la télévision en France, petit pays, est quand même extrêmement, on va dire, contrôlée. Et c'est pas un discours complotiste ou paranoïaque, c'est juste que le pouvoir politique, traditionnellement, a une main là-dessus. Le pouvoir industriel aussi, on voit qui appartiennent les grandes chaînes hertziennes, etc. Et que finalement, on a des cadres de télévision qui sont pieds et poings liés parce qu'ils ont des comptes à rendre à des décideurs. Et on a l'alliance très claire du politique et de l'industriel à cet endroit-là. Encore une fois, ils se concertent pas dans des coins pour... c'est juste que c'est un effet de structure, on va dire, et que donc, quelque part, on n'a pas... Personne n'a intérêt, en termes... le courage industriel qu'il faudrait pour dire non, maintenant, la télé doit parler de ça, est hautement improbable chez quelqu'un qui arrive dans un poste à responsabilité parce qu'il fait carrière, on va dire. Ce qui est plus fort pour lui, c'est son désir, et c'est pas une critique, hein, de faire carrière, c'est normal, on va pas lui reprocher. Et qui sont inhérentes au champ de progression. On va pas lui reprocher de pas prendre le risque de s'aborder sa carrière par pure vertu. De temps en temps, quelqu'un, pour des raisons individuelles, arrive à un poste où il a d'autres accroches et ce qui lui permet d'avoir l'habileté à la fois, bon, c'est ce qui a été le cas pour Pierre Chevalier, dans une fiction d'Arte justement, qui lui, comment ce type a pu à la fois arriver à un poste de décision dans une chaîne neuve et en même temps avoir le courage d'inventer quelque chose, accroché à un endroit de lui-même, lui permettant d'être un peu plus distancé que de juste la question de sa pure carrière. Je sais pas, mais en tout cas, ça a fait date. Et il a inventé une forme de télévision dont Arte continue à tirer le bénéfice. Voilà, ça c'est des exemples, mais la plupart du temps, la télévision française est paralysée par les affiliations et les fidélités de ces dirigeants, on va dire. Il y a... Et en dessous, c'est pareil, puisque ça descend... Ça ne sort pas ex nihilo non plus, parce qu'il y a quand même eu 2 grands shows sur Canal. Bon, je pense entre autres à celui qui a été lancé par Rochant sur le rapport avec l'Orient, hein, avec cet Orient mythique et cet Orient réel qui était la Syrie, le monde trouble de nos relations avec nos alliés proches, nos alliés un peu moins proches, qui sont plus nos alliés, etc. Donc ça met quand même des choses qui sont de complexité, qui ont amené une capacité, enfin une qualité narrative exceptionnelle. Et puis il y avait un autre show qui avait fait entre autres émerger Audrey Fleuriot, si je me souviens bien, qui était ces histoires de flics là. Engrenage sur lequel toutes les saisons ne sont pas équivalentes, mais en tous les cas sur lequel il y a les grands sujets de société liés à la délinquance. Il y a plein de sujets qui deviennent des sujets ensuite politiques et qui viennent traverser complètement la société française.
ont été posées avec une grande complexité et une grande finesse. Alors oui, mais pas. Alors voilà, c'est Canal qui a une position un peu différente. Donc c'est quand même aussi une audience de niche. Parce Canal, on en parle beaucoup, mais pas tant de monde que ça. Mais si c'est 600 000 spectateurs. Alors, quand ça marche bien, c'est peut-être 1 million, mais ça reste en dessous d'Arte en fait. C'est pas Camping Paradis. Il y a moins de gens qui regardent Canal que de gens qui regardent Arte, ça, en termes d'audience. Quelque chose qui est jamais dit parce que Canal a effectivement sa fiction et sa vitrine, et donc ils ont une façon très habile et brillante tout le monde entend parler, mais pas tant de gens que ça la regardent. Et pour Sur le bureau des légendes, qui est une série formidable, c'est vraiment la géopolitique. C'est-à-dire que ça parle, c'est le monde extérieur. Finalement, la société elle-même française est très très peu radiographiée, on va dire. Indirectement par les acteurs de la DGSE qui sont mis en scène, on voit bien qu'il y a de la banlieue, il y a de l'élite, des hautes études. Très peu. Enfin, il y a un peu de sociologie, mais aucun d'eux, très clairement, dans la vie privée par ailleurs. Donc en fait, on les voit très très peu mais c'est pas grave, hein, mais voilà, juste pour dire qu'effectivement, pour moi, il y a d'autres exemples évidemment mais la tendance générale de la télévision française est d'éviter, alors sous le couvert effectivement d'être trop anxiogène, etc., de traiter de manière conflictuelle, c'est-à-dire de manière non consensuelle. Pour le coup, alors que la dramaturgie justement, c'est le conflit. C'est-à-dire que l'idée que pour que le spectateur soit happé réellement dans une fiction, il faut que ce soit conflictuel, que ce soit pas consensuel, et que donc le sens soit en crise et en question. Et que la fiction soit pas là pour rassurer tout le monde en nous montrant que tout va bien, ou que à la fin tout le monde se réconcilie, mais au contraire pour poser des questions sur lesquelles on n'a pas de réponse, on va dire. C'est ça le principe, a fortiori de la série. Les philosophes appellent ça traiter une aporie. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin du système et qu'il n'y a pas de réponse. L'aporétique est la condition de poursuite du conflit sériel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a exploré un certain nombre de pistes de solutions, on s'aperçoit que c'était pas ça la solution, et donc on doit repartir, et c'est une autre saison, à d'autres endroits le récit sériel se nourrit énormément qui le rend plus exploratoire que résolutoire, comme on dit nous en dramaturgie. Le long métrage est bouclé, donc quelque part il doit apporter quelque part une définition, une résolution à la fin, fût-elle complexe. Le récit sériel, il est exploratoire parce qu'il se base sur des conflits qui justement n'appellent pas une réponse bouclée. Alors c'est passionnant parce que en tant que coach et accompagnateur du changement, finalement, c'est exactement ce que je fais faire aux individus ou aux équipes que j'accompagne sur les transformations et sur du change. On apporte des solutions, il se trouve des solutions, mais ça fait naître beaucoup plus de questions que de résolutions. Donc la vertu est plus exploratrice qu'une problématique de résolution. À la fois, raconter, on s'est dit, le cabinet du psy, dans thérapie, dans Betty Pool et dans Treatment, c'est la caisse de résonance de la société. Nous, on va pouvoir utiliser ce qui est un peu un changement thématique du concept. C'est-à-dire que nous, dans notre série, le déclencheur externe, c'est un événement du monde extérieur massif. C'est-à-dire qu'il concerne tous les protagonistes, même si c'est à des degrés divers. Et, en premier, le psy qui est le protagoniste secret de l'ensemble du récit, on va dire. Donc, on a décidé d'en faire une fable sur justement comment est-ce que collectivement on vit l'après trauma quand un événement du monde extérieur nous a rappelé à tous que le monde existait. Et donc, on a décidé de thématiser la série sur cette idée de peut-on laisser le monde à la porte. Donc, ce thème-là traverse et donc il est traité et vécu à leur manière par chacun des personnages, y compris le psy. Donc ça, c'était une façon de... un monde intime qui n'arrête pas de rentrer et de passer la porte. Exactement. Voilà. Donc il y a un truc comme ça sur comment conceptuellement on s'est dit que ça allait bouger quelque chose. Et d'ailleurs on a été assez vite à le raconter à Haggai Levy. On a été à Londres le rencontrer et tout de suite il nous a dit allez-y, c'est formidable.
Cette série est faite pour ça. J'encourage toujours ceux qui l'adaptent à prendre le plus de liberté possible. Alors nous, on voulait pas changer, surtout pas, ce qui fonctionnait très bien, c'est-à-dire vraiment la narration, La structure narrative. extrêmement, qui permet au spectateur une position en fait, l'idée géniale de Haggai, c'est à la fois de faire un patient par jour et surtout de faire que le dernier jour de la semaine, c'est le contrôleur. Donc, au Super. 5e épisode, il y a une espèce de rebondissement majeur dans le récit. Donc c'est un rebondissement de récit qui est qu'on pénètre dans la tête du psy et on s'aperçoit à quel point lui-même il est mis en conflit par ses propres patients. Et donc voilà. Et à partir de ce moment-là, en tant que spectateur, on est dans la position où on sait tout. Et on sait tellement de choses que chaque instant de chaque séance qui suit est plein parce que nous, spectateurs, nous seuls, on sait à quel point ce qui se passe dans la séance concerne le patient, mais aussi l'analyste. Donc on est dans une position d'empathie incroyablement féconde, on va dire. Donc ça, ce dispositif narratif absolument génial, qui est pour beaucoup, à mon avis, dans le succès de la série partout où elle a été adaptée, on voulait absolument garder ça. Et c'est cet endroit-là qu'on ne voulait pas bouger, y compris dans le fait que chacun des patients représentait à son corps défendant pour le psy une forme de rappel de ses propres problèmes, on va dire. Donc ça impliquait aussi qu'on devait rester assez fidèle à cette idée que chaque patient, dans ses problématiques singulières, renvoie le psy à un département de son intérieur ébranlé, on va dire. Donc ça impliquait qu'on devait être très très fidèle, qu'on voulait absolument être très fidèle à la structure narrative et à cette construction aussi en volume du récit. À partir de là, tout était possible, mais c'était là-dessus et on s'est vraiment bagarré aussi pour mettre des limites sur ce que on ne changerait pas, juste pour changer, on va dire. Et à partir de ce moment-là, l'idée que c'était à adapter à la société française d'aujourd'hui, mais surtout qu'on avait une fable sur le post 13 novembre, avec comme thématique cette question de l'ébranlement du monde extérieur. Est-ce que le monde peut rester à la porte, nous permettait d'avoir les meilleurs choix possibles pour construire nos personnages. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé, avec une boussole assez claire, donc justement, sur ce qu'on devait respecter, parce que c'était les marchepieds pour raconter encore plus dans la fable spécifique qu'on avait redéfinie un petit peu pour donner à la série sa pertinence spécifique, on va dire. C'est génial parce qu'en fait, si je prends la métaphore de ce que tu es en train de me dire, c'est exactement ce que vit 99,9% des gens qui se disent que le réchauffement climatique est en train de foutre un bordel pas possible, mais qui doivent quand même partir en vacances de famille et prendre la voiture, cramer du gasoil, etc. Et comment on fait pour se dire comment je fais pour vivre et est-ce que je peux mettre et laisser le monde à ma porte? Cette métaphore-là, elle est valable partout et dans toutes les entreprises en ce moment. La question du greenwashing, on voit bien tous les débats qu'il y a au sein des entreprises aussi, au sein des familles, sur puis-je mettre le monde à ma porte, le laisser, alors que il suffit de regarder la télé, d'ouvrir 2 secondes ce qui fait la force audiovisuelle française, c'est-à-dire les télés d'information dans lesquelles on ne voit que, en ce moment, le monde qui débaroule à toute vitesse entre les incendies, les orages de grêle, etc., les Allemands qui étaient très loin de ça, sur lesquels il y a 200 morts, ceux qui étaient très loin de nous, c'est-à-dire le monde des Haïtiens qui vont avoir 2000 morts, etc., ça rentre chez nous. Ah oui, mais de toute façon, pour le coup, ça, c'est vrai que cet affect-là, moi j'en ai pris conscience justement, enfin, en tout cas, m'a frappé, c'est juste après les attentats, je me suis retrouvé avec une amie israélienne justement, et peut-être 5 ou 6 ans auparavant, j'étais chez elle à Tel Aviv, et effectivement,
à Tel Aviv, on fait attention depuis longtemps, on a peur des attentats aux terrasses des cafés, et j'aurais jamais imaginé que quelques années plus tard, on serait à Paris avec les mêmes questions, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, ça, c'était, bon, évidemment, ça se passe là-bas, loin, là où ça... mais voilà, c'était pas notre monde. Effectivement, c'est devenu notre monde. Après, pour nous, ce qui était hyper important aussi de raconter, c'est pour ça que la série d'origine aussi était importante, c'est qu'on voit bien que le monde extérieur, effectivement, est un ébranlement, mais que chacun l'interprète avec son filtre à lui, et pour nous, la courbe y compris la courbe un peu cruelle que fait le psy lui-même, pour se rendre compte qu'à la fin, finalement, lui qui hurle à tout vent notamment à sa contrôleuse, depuis 35 épisodes, que le monde extérieur s'est rappelé à lui et qu'il ne peut plus faire comme avant, se rend compte que tout ça, c'est peut-être aussi juste parce qu'il a envie de quitter sa femme et de se taper une nana plus jeune, en fait. Qui est une leçon cruelle qui raconte aussi comment tout ébranlement du monde extérieur, on finit toujours par le réintégrer dans notre propre système et pour en faire, si on fait pas attention, un outil juste de notre petite cuisine intime qui elle a tendance à nous faire répéter des choses de manière un peu voilà. Donc, on avait aussi envie que ça se finisse un peu névrotique sur cette question du psy qui s'est aperçu lui-même de ses motivations inconscientes et qui donc décide de reprendre une analyse au sens de voilà, et qui à partir de ce moment-là peut sortir et regarder à nouveau le monde extérieur. Donc le psy n'est pas seulement comme le spectateur ce fantôme empathique, parce que finalement si je reprends le parallèle que tu disais tout à l'heure, qui est le génie de cette construction, oui, c'est que le spectateur est un fantôme empathique, mais qui finalement il n'est pas impliqué par cette narration, il n'y joue pas. Non. Et finalement c'est la posture du psy aussi. Après il se reconnaît plus ou moins à chaque fois dans tous les affects, y compris probablement chez tous, parce que de toute façon on a tous eu des discussions avec des gens qui avaient vu la série et qui disaient lui ou elle je l'aime pas mais finalement j'ai aimé à la fin, etc. Oui, ça amène une deuxième chose qui est extrêmement intéressante, c'est la dimension du temps de la transformation. Je pense qu'une des grandes puissances de cette série, c'est aussi de faire le cheminement de ce que les Grecs appelaient la métanoïa, c'est-à-dire cette transformation intime qui n'est pas visible. Entre autres, je pense qu'il y en a une qui est dans les couples des personnages, Clémence Poésy et Pio Marmaille dans ce couple, Léonora et Damien, voilà, qui se déchire, pour lequel il y a beaucoup de violence, etc. Où durant tout le cheminement, on voit les personnages qui mutent, qui changent profondément, sur lesquels il n'y a aucune caricature et où il y a du résolutoire aussi non exploratoire. Alors finalement, ils rencontrent leur vérité, qui est celle qu'ils ne sont plus en couple. Il y a les deux, mais il y a quand même, pour moi, et d'ailleurs, ces personnages sont très proches de la série originale. Alors, évidemment, on les a sociologisés à la parisienne, et je trouve que Clémence Poésy incarne à merveille des types sociologiques ultra parisiens, et ils le font hyper bien. C'est vrai que là, pour le coup, mais moi, je pense que la cruauté, pour moi, après c'est comme ça que j'interprète la cruauté de ce parcours-là, c'est de voir à quel point finalement, lui, c'est un bon gros gars. Il comprend quelque chose à un moment donné, et quand il a compris, ça va beaucoup mieux en fait. Elle, c'est une femme beaucoup plus complexe et sa blessure est beaucoup plus profonde. Et ce qu'elle comprend la déchire intégralement. Et quelque part, elle est vraiment, elle finit la saison sur le bord de la falaise. Ouais. Et d'ailleurs, Dayan, le psy, voit ça et ça à la fois, il voit comment il a réussi à les faire avancer, mais finalement, il se rend bien compte que il a aidé lui à quelque part à quitter sa femme, ou en tout cas, c'est plus ambigu que ça, mais à prendre conscience de choses finalement, et ça va beaucoup mieux, tandis qu'elle, son mystère reste entier, et probablement, il sait qu'il n'atteindra pas l'endroit où il peut réellement l'aider à guérir sa blessure. Et voilà. Et qu'il la laisse en plein milieu de son désarroi et de son hyper vulnérabilité. Absolument. Et donc il y a un truc comme ça sur le voilà, ils sont
Pareil, encore une fois, je trouve Clémence Poésy mais brillante. Moi, l'épisode qui est un peu le sien, où elle se retrouve toute seule à un moment donné, j'ai rarement été aussi... je me suis rarement senti aussi gratifié en tant qu'auteur de voir un comédien, une comédienne en l'occurrence, prendre et incarner un texte que j'avais écrit, enfin qu'on avait écrit avec David. Vraiment, ce moment-là, pour moi, je crois que c'est le moment que je préfère dans la série. C'est un truc, enfin, avec ce qu'a pu faire, ce qui a pu être fait sur la trajectoire d'Adel Chiban, du film de Reda Kateb, et aussi d'ailleurs du père. Mais bon, voilà. Il y a beaucoup de moments d'une très très grande puissance et d'une grande force et d'une authenticité d'humanité qui fait la puissance de cette... Ok, donc si je reprends la construction et le propos qui était le nôtre au départ, comment prendre sa place dans un cadre finalement déjà très tenu. Moi j'entends plusieurs choses. J'entends déjà qu'il y a eu une autorisation forte de la part du créateur. Oui. Qui a dit non seulement vous avez compris l'essence, que le sujet c'est pas de faire du mot pour mot, mais que le sujet c'est de dans ce cadre-là, de raisonner avec l'essence de votre société. Oui. Et d'avoir pris le temps, parce que j'entends en fait qu'il y a un long cheminement. Et entre vous deux, entre David et toi, et ensuite entre David et Olivier et Eric, sur quelle est la bonne question. Et j'entends que, alors qu'il y a quelque chose de limpide, de génie, hein, est-ce que le monde peut rester à la porte, qui est finalement la clé de voûte narrative et dramatique de l'ensemble des épisodes, vous avez pris du temps pour la laisser émerger. Oui, ça c'est un vrai travail. Ça c'est ce que nous on appelle la conceptualisation, qui en général, pour qu'un récit aussi long et justement qui se déploie de manière tellement un peu rhizomatique comme ça fonctionne, il faut réellement qu'il y ait en son cœur un principe qui est un principe donc insoluble, mais qui l'irrigue et qui soit en plus qui ait une connexion intime mais complexe, c'est-à-dire pas ton sur ton avec le sujet. C'est-à-dire que pour nous, réellement trouver la distinction entre le sujet et le thème, c'est comme ça qu'on définit nous ça. C'est ce qui permet de donner la tension interne au concept, qui fait que en écriture et en construction, on a toujours une boussole pour savoir quel choix faire, et en même temps on sait que ce principe-là garantit que la narration soit tout entendue, parce qu'elle est pas très souvent, notamment en France et en tout cas en Europe. On voit ça d'ailleurs beaucoup dans les films aussi. Les films ont un sujet et un sujet. Et donc quand on veut faire une série, ou quand on veut faire un film sur le couple, la crise du couple, au début on a un couple qui se dispute, puis ensuite on voit le type, il va au boulot et il parle à son copain de sa dispute de couple, et puis ensuite ils reviennent, ils se retrouvent le soir, le couple, et ils s'engueulent pour savoir s'il faut parler ou pas. Et en fait, le film n'a qu'un sujet, et il ne fait que le déplier tout le temps, et c'est très ennuyeux. C'est crapoteux. C'est très ennuyeux parce que, par ailleurs, il n'y a pas de tension interne, en fait. Et ça ne parle pas de la réalité du monde. Absolument. Sur cette idée qu'effectivement, dans la vraie vie, ou bien on a une série sur... voilà, on a une dystopie sur un monde dans lequel, par exemple, on a vaincu la vieillesse, et en fait, tout le monde ne parle que de ça. Comme si... Finalement, le ressort sous-jacent de notre société, je dirais, mettons, l'argent, on parlait que de ça tout le temps, en fait. Alors qu'en vérité, on est en train de parler de 1000 choses, et on pourrait très bien thématiser sur le fait que les rapports de pouvoir, les rapports de force, en fait, la vraie vie, c'est pas comme ça, en fait. Et même, d'ailleurs, aussi dans un polar, en fait, on va dire. C'est-à-dire que ce qui est passionnant dans un polar vrai, à l'américaine, par exemple, c'est que le couple d'enquêteurs, ils enquêtent, mais ils parlent jamais de l'enquête, en fait. Ils parlent d'autre chose. Quand dans une comédie romantique, il y a toujours une intrigue externe qu'on suit, et en même temps,
il y a un interne beaucoup plus fort qui motive toutes les relations entre les personnages. Donc bref, ce qui fait que en dramaturgie, finalement, ce qui est hyper important, c'est d'être capable de distinguer justement de quoi on parle dans la série et de quoi on parle vraiment. C'est une des forces que vous avez eues. Il y a par exemple au moment de l'enterrement de Shiban, Oui. que ses compagnons de la BRI commencent tous à prendre une guitare et ce moment totalement surréel où ils chantent du Brassens, c'est l'exemple type de ce que tu es en train de dire. Absolument. Tout d'un coup, il y a l'éruption du réel et pourtant on ne parle que d'une seule chose, c'est justement de la mort de cet homme qui n'a pas pu Absolument. gérer justement la contradiction de comment je fais pour que finalement ce réel-là ne rentre pas dans la porte et qu'il décide de partir à l'étranger. Il est juste fabuleux ce moment. Oui, ben voilà. Après, voilà, tout le boulot technique, on va dire artisanal, consiste à justement préparer le travail de manière à ce qu'on ait des vraies boussoles qui nous aident à la fois à avancer dans l'intrigue et en même temps à nous éclairer sur de quoi ça parle vraiment, en fait. On va dire. Quelle est, on va dire, la fable ou l'accroche qu'elle affecte, en fait. On creuse par le biais de cette intrigue externe, bizarrement, d'une certaine façon. C'est pas une série sur la psychanalyse, c'est pas une série sur les attentats du 13 novembre, c'est une série sur, effectivement, sur la question de comment dans une vie on arrive ou pas à empêcher de refermer la porte sur son petit univers intérieur, et chacun des personnages à se poser cette question-là, en fait. C'est-à-dire, voilà. Donc, une fois que ça c'est fait... D'où la complexité de vivre des fêtes de famille autour des vax et des anti-vax. Mais bien sûr. Donc, voilà. Donc, du coup, ce temps-là de conceptualisation, il est essentiel, et d'ailleurs, encore une fois, le fait d'avoir Haggai comme interlocuteur, on va dire, d'autorité, puisque lui, il est un peu, voilà, il a le succès de sa série, il a le recul aussi des véracularisation dans absolument. les 17 pays. Et le fait qu'il nous ait constamment soutenu, voire même poussé à ne pas céder dans chacun des choix qu'on a fait sur les personnages. Quand on a sorti le personnage de Shiban, qui est à la fois un flic qui était au Bataclan et qui est en plus d'origine nord-africaine, on a concentré une partie de tout ce que la France dans le milieu a comme réflexe. Oh là là, il faut pas en parler. C'est-à-dire tout le monde disait, mais non, vous êtes sûr c'est pas trop frontal? Et on disait non. Et vous êtes sûr qu'on a vraiment besoin qu'il soit d'Afrique du Nord? Bon, ça va, c'est déjà un flic qui était au Bataclan, on va pas trop charger la barque. On disait si. Mais parce qu'on savait en quoi ces choix-là étaient connectés, parce que évidemment, ça nous permettait d'avoir accès aussi via Shiban à cette question de la réalité dans notre société, en France aujourd'hui, et particulièrement mise en tension après les attentats, de tous ces Français qui ont des liens culturels hyper forts et parfois d'ailleurs douloureux, malheureux, avec l'Afrique du Nord, et que nous on voulait absolument que dans ce portrait de la société française, ça soit là. Et d'ailleurs qui ressort de manière brillante et bouleversante avec le père. Absolument, voilà. Ça c'était vraiment... Donc tous, Haggai nous a encouragés, mais extrêmement fort à être cohérent avec ça. Et le fait d'avoir, nous, cette boussole-là, nous permettait d'être très construits dans nos réponses sur où est-ce qu'on peut effectivement bouger, faire évoluer, écouter des avis, etc. Et où est-ce que, à d'autres moments, on ne peut pas, parce que ça concerne vraiment le cœur, on va dire le cœur nucléaire, l'énergie première et essentielle de la raison pour laquelle on fait ce projet, en fait. C'est à partir de cet endroit-là que tout doit... et à nouveau, le fait d'avoir Haggai comme interlocuteur qui, lui, non seulement comprend très bien ça, mais passe énormément de temps dans l'élaboration de ses projets à savoir exactement. Et lui, tout de suite, il a compris et il nous a soutenus. Donc c'est aussi très précieux. Est-ce que vous avez pris du bonheur, du plaisir à le faire, ce projet? Ça vous a pris combien de temps en termes d'écriture? Alors, pour dire la vérité, on l'a développé pendant longtemps, puisqu'il a fallu convaincre
la chaîne sur plusieurs étapes. Sachant que ça avait été refusé par TF1. Oui. Après, nous, on a été directement au moment où. Non, il y a eu quelques petits. Oui, il y a eu un moment où même Netflix a été un peu impliqué, etc. Mais assez tôt, on a Arte était quand même l'interlocuteur privilégié. Mais même eux ont mis longtemps à greenlighter la série. Et à partir du moment où ils l'ont greenlighté, à ce moment-là, Eric et Olivier, eux, étaient partis depuis un moment faire un autre long métrage peu habitué, et je comprends parfaitement d'ailleurs, parce que au délai très long, vraiment, eux, ils lèvent un financement en claquant des doigts en cinéma, et le fait que Arte hésite, y compris avec leur nom associé au projet, etc. Donc il se trouve que quand Arte a dit oui pour l'écriture, pour des raisons de droit, pour des raisons de planning potentiel d'Éric Olivier, il fallait que on avait déjà écrit 5 épisodes avec David pour convaincre la chaîne, et il fallait que les 30 suivants soient écrits dans les 10 mois qui viennent. On avait 10 mois pour écrire les 30 épisodes, et c'était la condition sine qua non pour que ça se fasse, en fait. Et donc là, à ce moment-là, on a plongé, et on a recruté donc trois jeunes juniors pour écrire avec nous les personnages, et on a relevé le défi d'écrire et c'était d'autant plus important qu'il fallait qu'Éric et Olivier lisent et soient convaincus, puisque eux, ils avaient été un peu échaudés par les lenteurs, on va dire. Mais encore une fois, Arte, leur courage éditorial étant ce qu'il est, moi je leur ferai jamais le reproche d'avoir mis autant de temps parce que c'était un projet qui leur prenait un énorme budget en termes, enfin bref, pour eux c'était vraiment un engagement, et puis ils savaient pas comment le diffuser à l'époque, ils n'étaient pas encore dans ces trucs de plateforme, enfin c'était encore un peu embryonnaire. Tout ça a pris forme au fur et à mesure, en fait, comme ça. Mais donc voilà, on a passé 2 ou 3 ans à le peaufiner en tant que concept, et à revenir plusieurs fois, à réécrire des fiches personnages, des intentions, et les 5 premiers épisodes dialogués pour convaincre Arte. Et une fois que c'est parti, on s'est plongé dedans, et on avait plus que, on avait 30 épisodes à sortir en 10 mois. Normalement, vous mettez combien de temps pour sortir un épisode, tous les deux, sans avoir une écurie, j'allais dire, même si le terme peut être un peu étrange. C'est difficile à dire, parce que ça dépend vachement par exemple, une saison 2 ou une saison 3, comment ainsi soit-il, ça va beaucoup plus vite, parce qu'il y a justement tous ces choix conceptuels, tous les personnages. Vraiment, la série, elle existe, et si elle est bien conceptualisée, finalement, on sait où se ressourcer pour repartir sur des... Il se trouve que là, en thérapie, c'est un peu la même chose, parce qu'on avait la série originale, on savait le point de vue, la take qu'on avait et à quoi elle servait. Donc beaucoup de choses étaient facilitées, on va dire. Mais nous, on pense que c'est important d'apprendre à travailler vite, parce que ça fait la différence justement aussi en termes de qualité. Des gens qui sont prêts à travailler vite et à donner un peu, à faire des choses. Il y en a, et c'est la seule différence pour sortir de son épingle du jeu, c'est le cas de travailler aussi vite en trouvant les moyens de s'accrocher conceptuellement et techniquement et artisanalement à des choses qui permettent justement d'avoir les bonnes boussoles. Donc non, c'est difficile à dire. Un scénario d'un épisode construit où on a déjà beaucoup de temps, et ça s'écrit très vite en fait. Écrire un scénario, c'est pas le problème. C'est toute la préparation. C'est tout ce qu'il y a là, si tu regardes autour de toi, c'est tous les, c'est une saison, ça donne d'une série. C'est toute l'élaboration du concept et de la construction générale. Mais une fois qu'on a trouvé ça, en général, écrire en soi, structurer, dialoguer, c'est plutôt un grand plaisir, et ça va vite. Parce que ça s'appuie et c'est porté par tout un travail structurel, conceptuel, thématique, préalable, on va dire. En quoi ça a été différent des autres projets que vous avez pu faire, toi tout seul, toi et David ? Tout est un peu atypique dans la mesure où, encore une fois, c'est pas un projet original, et en même temps, on y a amené quelque chose qui me semble très spécifique, même si par ailleurs,
ça reste très fidèle. C'est ça qui est un peu singulier. En l'écrivant, ça a à voir avec la psychanalyse aussi. Je veux dire, quand on a fait Ainsi soit-il, pour moi, je parlais de choses aussi qui étaient très importantes pour moi. C'est-à-dire que la question du fait religieux aujourd'hui, moi venant d'une famille religieuse, on va dire, c'était aussi quelque chose qui permettait de se servir d'un filtre comme ça pour raconter le monde d'aujourd'hui au travers de la question de l'engagement, on va dire. Donc chaque projet, quand il est centré sur quelque chose de vraiment important, qu'on pense pouvoir raconter du monde et l'adresser au monde, en cela que c'est aussi connecter des affects puissants qu'on a en soi. Donc voilà, je sais pas, pour le coup, c'était singulier parce que c'était aussi, encore une fois, à la fois une façon pour nous de faire notre job de raconteur d'histoire au sens le plus... moi, je crois pas trop, de moins en moins, à la question de l'œuvre, en fait. Je crois vraiment à la question du récit comme part intégrante de la vie de la collectivité, on va dire. Les effets de signature artistique m'intéressent de moins en moins. Par contre, les effets d'échange et de circulation du récit comme étant un objet de la vie collective me semble de plus en plus importante. C'est un peu comme ça que je me considère, on va dire, en vieillissant, plus comme racontant des histoires en essayant de les adresser au plus grand nombre, mais parce qu'elles me concernent à moi, et donc logiquement elles doivent concerner aussi les autres. Donc là, pour le coup, c'est un peu exemplaire, parce qu'on prend une forme qui n'est pas à nous, et on s'en sert pour raconter des affects extrêmement profonds qui ont à voir avec nous-mêmes, mais nous-mêmes en tant que participants à une collectivité, et en plus, quand on le fait, ça reçoit une audience et ça résonne extrêmement fort. Donc tout est voilà, c'est probablement pour le coup une des expériences, c'est l'expérience la plus gratifiante peut-être qu'on ait faite artistiquement, et en même temps, encore une fois, en tant que raconteur d'histoire au sens appartenant à une société, on va dire. C'est magique, non, dans une vie d'humain. Je dis pas d'homme pour pas genrer la question, mais c'est quand même assez exceptionnel de trouver un levier de résonance par rapport à des choses intimes. C'est extrêmement gratifiant, en tout cas pour la part de nous qui c'est ça qui est compliqué en termes financiers, professionnels et industriels. On peut pas dire que c'est le projet qui nous ait permis le mieux de manger, et je suis pas sûr non plus que c'est celui qui nous ait fait le plus de la meilleure publicité professionnellement, on va dire, dans le milieu, parce qu'on s'est un peu aussi frotté avec ces questions de voilà, qui est crédité du travail, etc. Donc ça nous a aussi obligé un peu à sortir du bois et à prendre des positions. Encore une fois, dans un milieu où ça se fait pas trop de parler un peu fort en public, on va dire. Surtout quand on est qu'un scénariste, n'est-ce pas on fait pas partie des mâles dominants qui sont les producteurs, les réalisateurs, voilà. Mais par contre, en termes de, je pourrais rappeler, je sais pas, ce qui nous nourrit, pourquoi on fait ça, on va dire, au sens. Voilà, en termes d'éthique de travail, mais aussi de connexion intime à pourquoi on le fait. Oui, évidemment, c'est extrêmement gratifiant. La plus belle chose qui me soit arrivée avec ça, par ailleurs, c'est il y a quelque temps, alors j'ai oublié le nom de cette dame qui est une écrivaine, qui était invitée sur France Culture, et j'écoutais ça par hasard parce que j'étais... Et donc, elle parlait d'elle, etc. Et à la fin, dans l'émission, apparemment, il y a un truc un peu rituel où elle doit parler des projets voilà, films, séries, opéras, disques, du moment qui me plaisent. Et donc, elle a parlé dans Thérapie. Elle a dit, voilà, moi je recommande cette série incroyable que j'ai regardée. Donc elle a parlé avec beaucoup de finesse de ce qu'elle avait ressenti, etc. Et elle a dit, moi je suis pas très série. Elle a dit ça à la radio. Et alors, par ailleurs, elle ne nous a jamais cités, en fait.
C'est-à-dire que, mais bon, effectivement, la journaliste a parlé donc de la série d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Voilà, elle n'a pas relevé plus que ça. Elle a vraiment, comme un spectateur lambda, parlé de la série comme elle l'avait reçue, sans effet de signature de notre part, on va dire. Elle n'a pas dit. Mais par contre, elle a dit, voilà, moi je regarde très peu de séries, mais c'est la première fois que je suis ému à ce point par une série depuis une autre série qui avait diffusé à Arte, qui était Ainsi soit-il. Et donc là, et à ce moment-là, je me suis rendu compte que cette femme, en tant que spectatrice, sans du tout savoir que c'était les mêmes personnes qui l'avaient écrite, puisqu'elle l'aurait dit sinon, elle avait elle-même, en tant que spectatrice, ressenti une qualité affective de ce qui y avait à l'intérieur de la série, et qu'elle avait fait spontanément le lien. Et ça a fait pendant plusieurs semaines mon bonheur. C'est-à-dire, je pense que tous les matins en me réveillant, j'y pensais en fait. Quel cadeau! Et pourquoi ne pas se souvenir en contrepoint, parce qu'elle ne sait pas qui sont les auteurs, mais vous ne souvenez pas de qui est. Ah oui, c'est vrai. Alors, je la retrouverai. J'avais noté son nom et je pensais de lui faire un petit mot à l'occasion pour dire justement à quel point j'avais été sensible à son instinct de spectatrice. Mais voilà, donc oui, non, c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant comme expérience. C'est très très. Est-ce que ça vous ouvre de nouvelles portes? Oui, je pense que vous êtes quand même installé. Il y a même si c'est un petit monde, qui n'est pas nécessairement statutaire, vous êtes installé. Vous avez quand même co-scénarisé oui. La série la plus carton de ces 30 dernières années en France. Vous êtes prof à la famille. Non, mais on fait partie du milieu, hein, c'est sûr. Hein. On est un peu des notables, on va dire. Mais si le terme de mal alpha ne vous va pas, vous êtes des mal alpha bêta. C'est compliqué en fait. Pour moi, le but, c'est que les pratiques évoluent. Je pense plus que d'ailleurs, c'est vraiment des choses que je partage avec les gens avec qui je travaille. C'est-à-dire que nous, on fait pas carrière. On a toujours choisi comme boussole justement, non pas ce que pouvaient nous rapporter les projets, mais ce qu'on voulait mettre dedans, on va dire. Et donc, c'est pareil, quand on enseigne la FEMIS, c'est aussi pour essayer de faire monter une nouvelle génération, des nouvelles générations, et pour essayer justement de leur donner, d'échanger avec eux des outils que nous, on a pu collecter, et de les encourager justement à pénétrer le milieu avec la conscience que s'ils veulent juste faire carrière, ils peuvent, d'ailleurs avec l'estampille FEMIS, mais qu'il y a peut-être mieux à faire, et que voilà, leur donner des outils pour avoir une réflexion sur ce qu'ils veulent réellement faire dans le travail. C'est plus ça l'idée en fait. L'idée c'est pas d'avoir le pouvoir. L'idée c'est de réfléchir collectivement à comment faire pour que le pouvoir ne soit pas pris. Et donc que quelque chose soit. Alors, c'est le côté Cyrano, rien à voir avec votre nez, les gens ne peuvent pas le voir. Il n'est pas long comme Cyrano, mais il y a quelque chose de cette authenticité un peu française, un peu bravache, un peu que l'on retrouve aussi dans l'artisanat de luxe. Alors de luxe, ça dit peut-être beaucoup de choses, mais en tous les cas, des gens qui vont mettre leur cœur dans leur pratique de tous les jours, qui est une pratique de tous les jours aussi. Vous écrivez d'ailleurs comment? C'est comme ça vient? C'est quoi la pratique d'écriture? Ou la pratique de recherche des concepts? C'est quoi vos habitudes de tous les jours? Est-ce que vous avez des rituels? Est-ce que vous avez... Non, oui et non. En fait, je pense que déjà, pour moi, le collectif est important. C'est-à-dire que c'est les autres qui me relancent, on va dire. C'est-à-dire que c'est important. Enfin, moi, j'ai du mal à juste être tout seul dans mon coin. Très vite, je déprime ou je me retrouve avec la page blanche. Ouais, le collectif et je crois qu'aussi le meilleur moyen pour éviter le writer's block, c'est d'avoir trop de choses à faire, on va dire. Donc, il y a une petite tendance à s'organiser pour avoir beaucoup de choses, de manière à pas avoir trop le temps de réfléchir
avant de s'y mettre, on va dire, parce qu'il faut. Alors mais je sais pas si c'est des rituels, mais la question du collectif, c'est vraiment important. Travailler à plusieurs et être échangé, être relancé un peu par l'autre, par les autres. Et ça, c'est une petite tendance à un peu charger la barque, probablement pour justement pas trop se poser de questions, en fait. C'est-à-dire évacuer tous les prétextes qu'on peut se trouver pour ne pas s'y mettre, on va dire. Et l'utilisation d'autres formes narratives, ou enfin, en tous les cas la pratique d'autres formes narratives comme le roman, la poésie, etc., c'est des choses sur lesquelles vous allez, ou justement non, parce que c'est trop solitaire? Ouais, non, non. Le roman, j'ai un peu essayé. J'ai écrit 2 romans dans ma chambre, mais ça m'a pas plu du tout. Et bon, il se trouve qu'ils n'ont pas trouvé d'éditeur, donc peut-être que ça aurait été différent si j'avais eu un retour plus gratifiant c'est important quand même aussi on a besoin, enfin après il y a des gens qui sont très bien en solitaire dans leur coin à développer une œuvre totalement autonome. Moi j'ai besoin de sentir la réponse du monde, on va dire. Donc non, c'est vrai que je suis pas encore une fois, l'écriture en action, c'est aussi une déprise du littéraire, c'est-à-dire ça a à voir avec aussi la question de la poésie n'est plus dans la langue, on va dire. Donc j'ai un peu laissé ça de côté. Bon voilà, et puis je m'intéresse pareil à la dramaturgie. Je continue à faire de la dramaturgie un peu pour des danseurs mais ça de manière plus latérale, un peu au théâtre comme ça, mais vraiment plus pour le plaisir. C'est plus par amour. Ouais, exactement. Mais sinon, non, pas d'autres. Après, je suis un grand lecteur, évidemment, mais. Quand vous parliez tout à l'heure d'écriture en action, est-ce que ça implique aussi du rewriting durant le tournage? Alors, ça peut impliquer, en tout cas, ça implique du rewriting pendant la prépa énormément. Enfin, pendant tout le process, en fait. Parce que il s'agit évidemment d'optimiser ce qui relève de la créativité propre de la fabrication. C'est-à-dire casting, décor, réalisation. C'est-à-dire finalement, on dialogue avec chacun des créatifs à chaque étape. Quand quelque chose dans la réalité est trouvé, parfois ça implique pour que ça soit que ça soit vraiment bien, que du coup, en retour, l'écriture rebouge un peu pour parfaitement s'adapter à cette proposition qu'a faite un des membres de l'équipe, qui soit donc le réalisateur évidemment en premier, et ça peut être les comédiens aussi sur le tournage. Après, nous on est assez rigoureux sur le fait que l'écriture, une fois qu'elle est vissée pour le tournage, elle est vissée pour le tournage. C'est-à-dire qu'au maximum, elle doit se. Mais voilà, jusqu'à la veille du tournage, il y a même des lecteurs avec les comédiens, etc. Il y a, ça implique effectivement une. Jusqu'à la veille, ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas présent lors du tournage. Vous n'êtes pas présent sur le tournage. On peut l'être, suivant le. Alors, ça dépend aussi des configurations. Comme là, on a vocation à être aussi maintenant coproducteur de notre travail. En tant que coproducteur, on peut avoir. Mais l'idée est quand même de laisser aussi au maximum, et ça dépend du coup après, s'il y a un réalisateur, si c'est une équipe. Si c'est une équipe, la présence de l'auteur ou d'un des auteurs sur le tournage est assez importante, parce qu'elle permet justement d'assurer une passation et de répondre à toutes les questions. Par ailleurs, c'est plutôt une présence comme ça sur le tournage, d'être là pour éventuellement, s'il y a des questions qui se posent, aider l'équipe à s'éclairer sur la meilleure réponse en fonction, sachant que l'auteur est celui qui connaît le mieux l'ensemble du process, on va dire. Garde la cohérence. Voilà. Mais par contre, il s'agit absolument pas de brider la créativité spécifique, ni du metteur en scène, ni des comédiens sur le plateau. Dans le cadre, encore une fois, pareil, du scénario, qui, à la veille du tournage, normalement, est censé être prêt, et donc, au maximum, doit être tourné comme il est écrit. Nous, on est peu adeptes de prendre le temps de tout bien préparer et échanger, parce que on tourne avec le scénario et on monte avec le tournage, contrairement à l'adage pas du tout cohérent qu'on prête parfois à Truffaut, qui est on tourne contre le scénario et on monte contre le tournage, ce qui est en principe un peu fou quand on y pense, de l'idée qu'une équipe travaillerait toujours contre l'étape précédente, ce qui est
plutôt le meilleur moyen de se planter que de... Voilà, nous, on est vraiment en de la cohérence. Et donc, voilà, trouver les moyens pour que le geste soit cohérent, même s'il est partagé par beaucoup de mains créatives, on va dire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez partager avec nous? Alors, en tous les cas, merci pour la richesse, la puissance. Non, il y a beaucoup de... On fera d'autres épisodes sur d'autres thématiques ou sur d'autres sujets. Non, mais voilà, évidemment, je suis hyper bavard, donc je pourrais jamais m'arrêter, mais non, là, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Bon, en tous les cas, merci beaucoup, Vincent, c'était génial, super. Merci de ton écoute. Et je suis sûr qu'on trouvera d'autres sujets et d'autres thèmes. Pourquoi pas. D'autres sujets, d'autres thèmes. Merci beaucoup.